Dimanche 2 avril 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, on a été les informations de ce jour. Le prix d'un kilo du riz blanc produit localement ne devrait pas dépasser les 2900 arrières selon le ministère du Commerce et de la Consommation. La mise en œuvre de cette stratégie se fera en réduisant l'écart du trajet entre le marché où les détaillants et les agriculteurs et pour Imertiatousk, lieu où le ministère a lancé cette nouvelle stratégie. Antananarive est le marché cible et où le produit sera distribué. Les détails avec Sylvain et Zah Hadjiansou. Le prix d'un kilo de paddy auprès des paysans d'Imertiatousk est de 1500 arrières. Et d'après ce prix, le ministère du Commerce et de la Consommation a déterminé que le prix d'un kilo de riz blanc produit localement ne devait pas dépasser 2900 arrières. Le ministère ne limitera ni ne contrôlera le prix afin de ne pas causer de pertes aux agriculteurs, mais limitera le trajet de distribution du riz produit localement pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie, car l'un des facteurs qui conduisent à l'augmentation du prix du riz est la distance du trajet. Et pour éviter la faillite des agriculteurs, la société SPM coopère avec le gouvernement. Ainsi, cette société achètera et distribuera directement le produit auprès des détaillants. Pour le lancement de la stratégie, la SPM a déjà pris 25 tonnes de riz pour approvisionner les détaillants d'Antananarive. L'objectif pour la SPM en ce mois d'avril est de distribuer environ 60 à 100 tonnes de riz par semaine. Ensuite, la reprise des exportations d'or a un impact direct sur les orpailleurs. Cela aura également un impact positif sur l'économie nationale car elle augmentera la valeur de l'arrière, notamment à travers l'apport de devises étrangères et autres processus économiques selon un économiste aujourd'hui. De nombreux secteurs reprennent également du souffle, notamment les transporteurs et les commerçants. Toujours avec Sylvain sur les images de Sech Andjianabou. La reprise des exportations d'or va accélérer la stabilité de l'arrière sur la scène internationale. Par conséquent, la décision prise par le gouvernement vendredi dernier devrait avoir un impact direct sur la vie de la population compte tenu de l'inflation actuelle. De nombreux avantages économiques seront également obtenus, a déclaré le groupement des statisticiens Région SADC. L'exportation d'or qui a été suspendue depuis 3 ans. De nombreux secteurs reprennent également un nouveau souffle suite à cette décision du gouvernement, mais aussi des milliers de ménages, cela va des mineurs aux transformateurs. Dans la reprise des exportations, il y a eu des changements apportés par le gouvernement, notamment l'exigence de l'utilisation du crédit documentaire confirmé pour le règlement de la transaction, le raccourcissement du délai de rapatriement de devises à 2 mois, si cela était de 3 mois auparavant, et aussi la mise en place d'un guichet unique. Assez de violence et respectant les choix de chacun, a déclaré aujourd'hui la plateforme IFI lors d'un événement marquant la clôture des présentations de vœux à Tiaden. L'IFI, qui fait toujours preuve de solidarité et respecte les valeurs malagasy, est choquée face à l'ambiance politique qu'un groupe de personnes et de partis politiques veulent imposer ces dernières semaines. L'IFI a également souligné qu'elle compte actuellement environ 1 million de membres et sera toujours prête à soutenir les Orange, c'est-à-dire les pro-Radzuin. C'est Sylvain, Agnon Martina et Sech Andjianabou. L'éthique politique est la charte des membres de la plateforme politique IFI, comptant environ 1 million. Les membres sont fidèles et fiers de la couleur orange qu'ils portent. Ils font preuve de solidarité et de fraternité et lancent un appel aux politiciens et aux citoyens pour le respect des choix de chacun ainsi que celui des valeurs malagasy. L'IFI ne se concentre pas uniquement sur les affaires politiques, mais elle participe aussi activement à des activités sociales pour aider les vulnérables au sein de la société. C'est ce que tout le monde devrait faire, a déclaré Richard Amanabiten, président de la plateforme. L'IFI se veut être un bon exemple pour les partis politiques existants. En effet, certains partis politiques ne se soucient des difficultés que traverse la population qu'à l'approche des élections. Après avoir visité de nombreuses régions, c'est dans le 2e arrondissement, à Tiaden, que la plateforme IFI a clôturé l'événement de présentation de vœux aujourd'hui.
Dans un tout autre contexte, l'autoroute, la réhabilitation de la route nationale 2 et de nombreux autres projets bénéficieront à Douamas et sont de l'initiative du gouvernement actuel. Les travaux d'aménagement et qui conduisent vers le développement avancent comme il se doit selon le FISAFA, l'association regroupant les natifs de la région Atinanan. La population est prête à accueillir la mise en place de réformes majeures qui interviendront prochainement dans cette localité afin que la région Atinanan ne soit plus une charge pour l'État, mais soit véritablement la capitale de l'économie. Les détails toujours avec ça, Sylvain et Sech Adjianabou. La région Atinanan est la capitale de l'économie nationale. Cependant, cette situation n'a pas été exploitée et est devenue une simple appellation. Mais le FISAFA affirme que le gouvernement actuel procède aux travaux qui répondent aux aspirations de la population locale pour changer l'histoire de Douamas. En témoignent les projets qui sont actuellement en cours, tels que la construction de l'autoroute, la réhabilitation de la RN2 et les travaux à réaliser dans la capitale de la région. Le FISAFA, l'association regroupant les natifs de la région Atinanan, participe aussi activement à ces travaux de développement pour aider le gouvernement, notamment sur le secteur de l'environnement, du social, pour rendre les gens responsables et dans la promotion de la culture. Le FISAFA lance un appel au renforcement de la lutte contre l'insécurité, en particulier dans les grandes villes de cette région. Et le nombre de demandes d'octroi d'actes de naissance auprès du 2e arrondissement et du 4e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo a augmenté jusqu'à 1400, ainsi inclus dans la mise en œuvre du projet de délivrance d'actes d'état civil mené par la commune urbaine d'Antananarivo et financé par l'OIF. Il y avait eu une audience foraine à cet effet vendredi dernier. Aniane Martina sur les images de Sech Adjianabou. Au total, 1400 demandes d'actes de naissance ont été collectées pour les 2e et 4e arrondissements dans le cadre du projet de délivrance d'actes d'état civil à titre gratuit pour les enfants de 1 mois à 17 ans. 400 de ces demandes sont enregistrées dans le 2e arrondissement et 1000 dans le 4e arrondissement. Ainsi, vendredi dernier, une audience foraine pour ces 1400 demandes s'est tenue au bureau du 4e arrondissement d'Anoussi. 1200 sont déterminés à être distribués dans la première édition de ce projet de délivrance d'actes d'état civil. Et à cet égard, ce ne sont pas uniquement les 4e et 2e arrondissements qui bénéficient de ce projet, mais les 192 autres Fukuntans de la capitale également, selon les explications. À noter que la durée de mise en œuvre du projet est de 6 mois. Ce projet est un programme de la commune d'Antananarivo en collaboration avec l'OIF. 56 nouveaux cas de Covid-19 sur 299 tests effectués ont été recensés sur la période du 25 au 31 mars 2023 selon le bulletin sur la situation épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique. Ces cas sont répartis dans 5 régions, dont 24 nouveaux cas dans la région Analamang, 26 dans la région Vakinakaraj, 3 dans la région Diana, 2 dans la région Anjouy et 1 cas dans la région Matiachamboun. Il y a donc actuellement 69 cas actifs dans tout le pays. Aucun décès n'est à déplorer et il n'y a pas de patients qui présentent de formes graves de la maladie. Passons maintenant aux actualités internationales. En Israël, des milliers de personnes se sont mobilisées samedi dans le pays contre le projet de réforme du système judiciaire, malgré la pause législative décidée lundi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les détails avec France 24. Les manifestants restent sur leur garde, si vous voulez. Ils restent mobilisés quand bien même le Premier ministre Benjamin Netanyahou a plié en face à leurs revendications en annonçant cette pause d'1 mois dans le processus qui vise à faire passer cette réforme de la justice. On voit ce soir un peu partout dans le pays, du nord au sud, des rassemblements autour des carrefours, sur les ponts. On voit des cortèges qui sont assez fournis, notamment à Tel Aviv et à Haïfa. Alors on n'a pas de chiffres exacts, mais la participation n'est sans doute pas comparable à ce que l'on a pu voir ces dernières semaines. Les réservistes de l'armée qui ont largement contribué à faire reculer le Premier ministre Benjamin Netanyahou en annonçant qu'il refuserait de servir si cette réforme passait. Ces réservistes, par exemple, eux ont annoncé que durant ce mois à venir, ils ne manifesteraient pas pour laisser une chance aux négociations. Ceci dit,
Il faut bien comprendre que beaucoup de manifestants voient ce mouvement comme un marathon. Et donc, s'ils ont gagné cette étape, s'ils ont passé une première étape, ils ne considèrent pas du tout que la partie est gagnée. Et ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est qu'au-delà de la réforme de la justice en tant que telle, qui effectivement bousculerait l'équilibre des pouvoirs, eh bien, c'est cet Israël laïque qui s'est réveillé à travers ce mouvement, cet Israël qui s'oppose aux suprémacistes religieux qui pèsent de tout leur poids aujourd'hui au gouvernement. D'ailleurs, hier à Tel Aviv, les partisans de la droite, les partisans qui sont pro-réforme de la justice, ont également manifesté. C'était la deuxième fois. Ils ont appelé le gouvernement à ne pas négocier, à faire passer coûte que coûte cette réforme de la justice. Alors ces manifestations sont sans commune mesure avec le mouvement qui s'oppose à la réforme depuis le mois de janvier. Mais tout de même, on voit bien qu'il y a ces deux Israël qui s'opposent et qui auront bien du mal à négocier, à s'entendre et à sortir de l'impasse. Et la Finlande vote dimanche pour des élections législatives serrées où la première ministre social-démocrate, Sanna Marin, va tenter de rester au pouvoir face à ses rivaux de droite et d'extrême droite. Toujours les détails avec France 24. À quelques heures du scrutin législatif, les jeux sont loin d'être faits en Finlande. Les trois principaux chefs des partis sont au coude à coude. Dans le système finlandais, le candidat du parti arrivé premier aux élections hérite traditionnellement du poste de Premier ministre s'il réunit une majorité au Parlement. La Première ministre sortante, à la tête du Parti social-démocrate, était la plus jeune Première ministre au monde à son arrivée au pouvoir il y a 4 ans. Créditée de la 3e place aujourd'hui, elle se félicite de son bilan. Nous avons connu des années difficiles au cours de ce mandat, mais ensemble, nous avons surmonté ces épreuves. Parce qu'il existe une confiance dans notre société et dans notre système d'État-providence nordique. La Finlande va devenir membre de l'OTAN. Je suis heureuse que le processus soit achevé au cours de cette législature. Ce scrutin coïncide avec une décision historique pour le pays, son intégration à l'OTAN. Son adhésion doit être officiellement annoncée la semaine prochaine. Face au parti de la candidate sortante, son rival de droite dispose d'un léger avantage d'après les derniers sondages publiés jeudi. La principale différence avec ma rivale, c'est qu'elle ne se préoccupe pas de l'économie. Elle ne s'inquiète pas de la dette. Elle a été très bonne pour gérer les affaires internationales. Mais la situation économique dans notre pays est difficile et je m'engage à y remédier. La formation de droite devancerait l'extrême droite de peu. Le parti nationaliste des Finlandais, eurosceptique et anti-immigration, n'est jamais arrivé en tête en Finlande. Aujourd'hui, les sondages le créditent à plus de 19% des voix. Un record pour la formation qui siège avec l'extrême droite au Parlement européen. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.